Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, plongée dans les méandres de l'adolescence et de l'addiction au numérique autour du nouveau roman de Caroline Solé. Elle est l'invitée du Grand Oral, l'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité éditoriale, la parution de Love History de l'excellent Jean-Joseph Julot aux éditions First. C'est une autre façon d'aborder les programmes d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Cécile. La récré, c'est le moment où on en profite pour aller aux toilettes. Eh bien, on va parler de ce qui se passe dans notre intestin et notamment du microbiote. Rendez-vous enfin avec Amélie Paris et les années collège, portrait d'une star des ados depuis 60 ans, Spider-Man. Et ce n'est pas un hasard, vous le verrez. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Le slogan a fait le tour du monde. Il décrit le modèle économique des grandes plateformes du web et notamment des réseaux sociaux. Une variante avait déjà été proposée pour la télévision quand l'ancien patron de TF1 avait expliqué, c'était il y a 20 ans, que son cœur de métier consistait à vendre du temps de cerveau humain disponible, sous-entendu le vendre à des annonceurs. Cette question de ce qu'on appelle l'économie de l'attention, elle est au cœur du nouveau roman de Caroline Solé que j'ai grand plaisir à accueillir. Caroline, bonjour. Bonjour. Ce roman, il s'appelle Neb. Il faut que je vous le montre parce que Neb, ça évoque aussi Ben un petit peu verlantisé. Neb, j'en ai parlé comme d'un essai dans cette introduction, mais c'est d'abord un récit palpitant, très joliment illustré par Gaïa Wisniewski. Il vient de sortir, c'est dans la collection Médium de l'École des loisirs. On va quand même commencer par faire les présentations. La narration, elle est portée par Alex, ado en conflit avec son père. Oui, Alex a 16 ans, joue en ligne et va à un jeu très populaire et va se retrouver en finale jusqu'au jour où le jeu est piraté et Alex va découvrir l'envers du jeu et du monde numérique. Et ce jeu, c'est le Neb qui donne son titre au roman, un jeu pour smartphone. C'est pas un hasard d'ailleurs, c'est pas un jeu il peut se jouer sur tous les supports, oui, c'est ça. Mais effectivement Alex le joue sur son portable. Il y a énormément de rebondissements dans le livre, alors on va essayer de ne pas trop divulgacher. Et alors d'ailleurs, quand je dis divulgacher, il y a beaucoup de personnages belges, suisses, québécois. Enfin, vous avez fait un roman francophone. Oui, j'avais envie aussi de jouer sur la langue. C'est ça. Un roman qui s'adresse particulièrement aux ados, aux adultes aussi, mais c'est le cœur de cible, c'est les ados. Et donc j'aime jouer sur la langue, les mots, les accents, et puis je trouve ça assez rigolo. On le ressent tout à fait à la lecture, donc sans divulgacher, on peut quand même dire que peu à peu, Alex se retrouve vraiment complètement sous emprise. Oui. Mon envie, c'était vraiment d'écrire une histoire qui soit addictive, essayer de faire beaucoup de rebondissements, de jouer sur le rythme, pour donner du plaisir aux ados de lire et qu'ils retrouvent le plaisir qu'ils ont souvent à regarder des séries télé, où la forme narrative est construite avec les rebondissements. Avec les cliffhangers, c'est ce qui vous accroche à la fin d'un... Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé sur la narration, le rythme de l'histoire, et j'avais envie d'être accessible à tous les ados, quel que soit leur rapport à la lecture. Donc aux grands lecteurs, mais aussi à des ados qui peut-être pensent ne pas aimer lire. C'est pour ça aussi qu'avec Gaïa Wisniewski, l'illustratrice, on a beaucoup pensé le livre pour qu'il y ait des illustrations. C'est une façon pour moi aussi d'aérer l'histoire et de permettre aux ados d'entrer par l'image dans cette histoire, au cas où ce ne seraient pas des grands lecteurs. Et je vais vous en donner deux exemples. Exemple, parfois, il y a ce moment où la narration, alors si ce n'est progresse, du moins est enrichie par ces très belles illustrations de Gaïa Wisniewski, mais il y a aussi, sur l'ensemble du bouquin, je vous prends une double page un petit peu au hasard, c'est quasiment comme les cahiers de texte de quand on était petit, ou comme un journal intime, on est un peu à la lisière entre les deux. Ça faisait très longtemps que je voulais écrire un roman sur l'adolescence qui allait reprendre, je dirais, les codes qu'on a à cet âge-là, quand on est en classe et qu'on gribouille. Et finalement, ces gribouillis disent beaucoup de nous. Et donc j'avais donné comme consigne à Gaïa que c'était un peu l'inconscient du personnage. Tout ce qu'Alex ne peut pas dire, parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on ressent à cet âge-là, elle peut le gribouiller. C'est comme si elle commentait sa propre vie tout en donnant des indices qui lui échappent peut-être à elle-même aussi. Neb renvoie à un roman, je crois que c'est votre premier roman, paru il y a près de 10 ans, La pyramide des besoins humains, pyramide de Maslow. Vous dénonciez déjà à l'époque la façon dont les industries culturelles de masse nous manipulent. On rappelle peut-être d'ailleurs ce que c'est que cette pyramide de Maslow, parce qu'on la retrouve dans Neb. Le psychologue Abraham Maslow classait les besoins humains en 5 catégories. Et je me suis amusée à détourner ce concept en imaginant qu'un adolescent fugueur qui vit dans la rue s'inscrit à un jeu qui s'inspire de la pyramide de Maslow de façon anonyme. Et son pseudonyme va devenir très célèbre et il continue à vivre dans la rue. Donc c'était une façon de parler de célébrité virtuelle, de cet écart entre la vie et le monde virtuel à travers un angle particulier, tout en reprenant déjà les codes des ados
C'est-à-dire on vote à chaque tour pour éliminer les candidats. Donc j'aime bien prendre cette structure, avoir toujours une structure narrative que les ados connaissent, qu'ils aient des repères, pour essayer de les emmener un petit peu plus loin dans la littérature. On la retrouve ici, cette pyramide de Maslow. Je me souvenais bien qu'elle était au début du livre. Après, les besoins physiologiques, puis le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et les besoins d'accomplissement. Vous détournez un petit peu le slogan de Patrick Lelay, que je citais, l'ancien patron de TF1, dans le livre, parce que vous dites que le but des concepteurs de ce type de jeu ou de service, c'est même pas de vendre, c'est de créer l'addiction. Le but, c'est l'addiction. Tout à fait. Moi, c'est alors des livres comme Bruno Patino, La civilisation du poisson rouge, un des premiers livres qui a beaucoup parlé de cette thématique-là. Vous le citez en fin d'ouvrage d'ailleurs, Bruno Patino. Et ce qui, moi, m'a le plus choqué, en fait, quand j'ai lu ce livre, c'est que la dépendance, c'est pas un effet secondaire. C'est le principal effet recherché de certaines plateformes ou de certains réseaux sociaux. Cette idée m'a beaucoup intéressée et dans Neb, j'ai eu envie de faire découvrir un peu l'envers du décor aux ados, de créer une histoire qui les fasse réfléchir sur le numérique. Donc c'est en aucun cas une histoire, j'espère, moralisatrice. L'idée, c'était de faire une histoire addictive. Ça fait réfléchir. Et j'espère, voilà, que ça donne du recul. En tout cas, ça m'a produit, sur le grand adolescent que je suis, ça a produit cet effet-là. Un consommateur qui consulte 10 sites web voit ses données personnelles partagées plus de 4000 fois entre différentes entreprises. C'est un des résultats d'une enquête toute récente du FC Que Choisir. Elle est sortie jeudi dernier. Un véritable pistage, une surveillance commerciale en ligne. Je cite les termes de l'UFC Que Choisir. Et tout cela qui est aussi au cœur du roman de Caroline Solé, Neb, qui vient de sortir à l'École des loisirs. Caroline que l'on retrouve juste après l'Anti-Sèche, Cécile Fournier. Un autre livre dans l'Anti-Sèche. Cécile, bonjour. Oui, bonjour. On va parler dans cette Anti-Sèche d'amour. D'amour et d'histoire avec un grand H et d'amour avec un grand A. Oui, de l'amour et de l'histoire. Alors c'est pas Love Story, c'est presque Love Story, c'est Love History. Comment apprendre l'histoire de France au travers des grandes histoires d'amour, des grands de ce monde. C'est ce que propose cet ouvrage Love History de Jean-Joseph Julot, paru aux éditions Furst. Il y raconte les histoires de cœur des rois du Moyen-Âge, du XVIIe, XVIIIe, 45 histoires d'amour qui ont changé notre histoire à nous. Génial. Quelques exemples, Charlemagne. Oui, qui a une vie... Alors, il avait un très grand nez, ça va avoir un rapport avec... c'est pas un défaut, les meilleurs d'entre nous. Il a eu 19 enfants, 5 épouses légitimes et puis plein d'autres conquêtes. Et dans la croyance populaire à l'époque, un homme avec un grand nez possède un savoir-faire, une endurance et une vertu prolifique, dont 19 enfants. Bon, ça se confirme. Voilà. Ok, allez. Guillaume IX, on est au XIe siècle. Il invente l'amour courtois. Oui, il va être surnommé même le troubadour, alors qu'au départ, il est plutôt présenté comme un roi assez rustre. Et pourquoi il se transforme comme un joli cœur? C'est parce qu'un jour, il arrive à son château de Poitiers après une bataille, et là, plus de femme. Elle s'est fait la malle. Sa femme qui s'appelle Ermengarde, il y a des prénoms qui n'ont pas traversé les époques. Hein. Oui. Elle est partie avec Philippa, la première femme de Guillaume. Elles sont parties toutes les deux à Front-de-Vaux. Lui, il est malheureux comme les pierres, donc il commence à écrire des chansons, etc. Ça l'inspire et il devient un véritable troubadour. Extraordinaire. Une autre histoire, elle est au XIVe siècle, Charles IV. Alors oui, Charles IV dit le fou, et pour cause, il était fou. Il a complètement perdu la raison. À un moment, lors d'une bataille, même, il se retourne contre sa propre armée et il tue 4 de ses soldats. Effectivement. Ça va pas bien. Aujourd'hui, il serait diagnostiqué schizophrène paranoïaque. Mais pour le soigner, on essaie de le marier, c'est ça? Ou on lui a trouvé une petite nana, si je peux dire. En fait, on lui a pas trouvé une épouse. Il en a déjà une. Elle s'appelle Isabeau, qui est assez ouverte, parce que on lui dit, voilà, ça serait bien que votre mari voie une autre jeune fille pour l'aider dans son intimité. Je sais pas très bien quoi ça servait, pour l'aider à sortir de sa folie. Isabeau, elle accepte. Donc arrive Odinette en chant d'hiver qui arrive dans cette famille qui fait Odinette de chant d'hiver. Ouais, c'est joli. Hein. Et elle fait des câlins, c'est pour faire des câlins salvateurs. Et ça le sauve alors? Non, ça marche pas, il reste trop fou. Mais elle tombe très amoureuse de lui. Ils ont même une fille qui s'appelle Mathilde ensemble. Elle restera... Marguerite, je crois. Oui. Vous avez écrit Marguerite, hein, je me permets. C'est Marguerite. Parce que là, on est sur des prénoms qui ont traversé l'histoire. Ça c'est bon, Marguerite, oui, Mathilde aussi. Marguerite, elle restera aux côtés du roi jusqu'à sa mort en 1422. Et ensuite, elle sera arrêtée pour collusion avec le parti ennemi des Bourguignons. On peut être roi de France et avoir une mère un petit peu envahissante. C'est le cas de Louis IX, Saint-Louis. Une mère c'est Blanche. C'est Blanche de Castille qui surveille de près le couple qu'il forme avec Marguerite de Provence. Une fois, elle débarque carrément dans la chambre à coucher en pleine journée, car elle a entendu Marguerite marcher dans le couloir secret qui relie sa chambre à celle de son mari. Ah oui, quand même, elle les surprend donc en pleine journée. On ne fait pas ça en pleine journée à l'époque, a priori. Okay, ça choque. Donc Louis IX, il en peut plus de sa mère pour la faire très moderne. Et donc il
décide de partir en croisade en Égypte en 1248 et il emmène sa femme, donc avoir la paix. Il laisse sa mère envahissante derrière eux et sa mère qui meurt en 1254. Ok, on aura compris que le livre regorge de toute une anecdote de ce genre. C'est assez amusant, j'avoue. Je ne vais pas tous les raconter, je vais vous laisser vous les découvrir par vous-même. Mais oui, ça s'intéresse qu'à la France? Oui, ça s'intéresse qu'à la France, mais il y a eu d'autres histoires d'amour qui ont un peu changé l'histoire de certains pays. Je pense notamment à l'Angleterre. À l'Angleterre, oui. Ah, mais il y a l'abdication de Charles VIII. L'abdication de Charles VIII, effectivement. On a regardé The Crown, on connaît tout ça par cœur. Il veut épouser une américaine 2 fois divorcée qui s'appelle Wallis Simpson. Ça ne se fait pas, donc il décide d'abdiquer. Et nous sommes en 1936, et donc son frère qui monte sur le trône, George VI. Et donc, George VI qui n'est autre que le père d'Élisabeth II. D'accord, c'est pas une première, les Anglais ils sont assez forts pour les histoires. Oui. Henri VIII a épousé Catherine d'Aragon au début du XVIe siècle, mais en fait il avait demandé les Tudors, c'est autre série. Ah mais non, oui, je regarde beaucoup les séries. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Du tout, ça inspire beaucoup parce qu'il y a toujours des histoires d'amour et lui, il voulait épouser Anne de Boleyn. Anne Boleyn. Oui, elle n'avait pas de deux. Et donc il demande l'annulation au pape. Le pape ne veut pas annuler ce mariage. Du coup, ça crée l'Église anglicane parce qu'il crée carrément un nouveau courant. Et voilà. Et donc comment on relie amour et géopolitique. Exactement. Cécile, merci beaucoup. Je rappelle Love History, Aventures, Bluettes et Passions 45, histoires d'amour qui ont fait l'histoire de France par l'excellent Jean-Joseph Julot qu'on salue amicalement. Ici, Cécile, merci beaucoup. On se retrouve pour la récré? Oui. Microbiote. Allez, grand oral. Chaque fois que mon père pestait contre les écrans, je ne désirais plus qu'une chose, changer de planète. Et le lieu le plus lointain que j'ai trouvé, où mon père n'irait jamais, c'est le Neb, écrite Alex, personnage principal de Neb de Caroline Solé, avec les illustrations de Gaïa Wisniewski. C'est à l'école des loisirs dans la collection Medium. Ces univers, Caroline, c'est aussi un bunker pour jeunes. C'est un monde à part, un monde sans les adultes, d'où la phrase que je viens de citer. Il y a un petit message sous-jacent, me semble-t-il, qui est que ce serait pas mal que les adultes s'y intéressent un peu plus. Oui, moi, une des idées qui m'avait donné envie d'écrire ce livre, c'est que j'avais assisté à une ado, on jouait à un jeu de société, elle avait préféré jouer sur son portable, elle est restée 2 heures sur TikTok. Et quand j'ai croisé son regard à la fin, je me suis dit, on l'a abandonnée. Pendant ces 2 heures, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a vu? Alors c'était juste un sentiment très personnel, mais j'ai essayé de traiter ces histoires comme pour la pyramide. Finalement, la pyramide, on a un ado qui fugue. À mon âge, quand j'étais adolescente, on fuguait, quand vraiment on en avait marre. Je me demande aujourd'hui combien d'ados fuguent sur leur téléphone. C'est-à-dire que c'est une évasion. Comment quitter le réel? Et donc oui, c'est toujours intéressant de nouer un lien et d'aller voir ce qui se passe sur ces écrans en tant qu'adulte. La fugue, vous l'avez raconté dans D'après mon adolescence, qui est sorti. Alors c'est pas l'école des loisirs, c'était chez Albin Michel. C'est vous, Londres, à l'âge de 16 ans? Oui, alors La pyramide, c'est mon premier roman en 2015. J'ai commencé à écrire sur l'adolescence et je me suis aperçue que j'avais tous ces carnets intimes, toute une caisse chez moi, qui était sur l'adolescence, ce matériau extraordinaire. Et donc j'ai décidé d'écrire un livre en suivant tous mes journaux intimes, de mes 10 ans jusqu'à mes 18 ans. Et effectivement, il y a eu cette escapade à Londres. Donc vous vous inspirez beaucoup dans la pyramide des besoins humains. Oui. J'aime beaucoup raconter les coulisses. D'après mon adolescence, raconte un peu les coulisses de l'écriture de la pyramide des besoins humains, puisqu'à Londres, j'ai rencontré des jeunes qui vivaient dans la rue. Dans la rue. Et avec Neb, je prolonge en fait cette pyramide. C'est-à-dire en 2015, la télé-réalité, c'était encore un peu exceptionnel. En tout cas, c'était les débuts, ça nous paraissait encore bizarre. Et aujourd'hui, je ne sais pas, 8 ans plus tard, le principal problème est quand même devenu la dépendance aux écrans. Les jeunes passent presque de 4 heures par jour sur les écrans aujourd'hui. C'est plus des écrans de télé, c'est des écrans de téléphone portable ou d'ordinateur, mais beaucoup de téléphones portables. Au cœur de vos livres, il y a le défaut de confiance en soi, l'idée aussi que les likes, les friends, tout ça, c'est une alternative très séduisante, puisque Alex, finalement, comme Christopher, qui était le personnage principal de la pyramide des besoins humains, se fait un peu prendre par ce vertige quand même. C'est pas si désagréable que ça d'être aimé. Bien sûr, et puis moi j'ai écrit en me mettant dans la peau d'Alex. D'ailleurs, je comprends qu'on ait envie de jouer, de s'évader, et il y avait cette attraction est importante, cette envie de liberté aussi. Mais l'idée, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi de temps en temps une manipulation qui incite les jeunes et les internautes, je me fais avoir tout autant, à rester le plus longtemps possible sur un réseau social. Et j'avais envie d'aller voir un peu quelles étaient ces astuces finalement qui nous maintiennent presque malgré nous devant un écran. Avec la dopamine et tout ce qui se passe aussi dans le cerveau qui fait que c'est assez agréable. La possibilité aussi de l'anonymat.
sur les réseaux, et ça on l'avait déjà aussi avec le personnage de Christopher, puisqu'il n'agissait pas sous son vrai nom, la possibilité de rompre avec un sujet dont on parlait d'ailleurs la semaine dernière sur ce plateau à propos des adolescents. C'est quand même le moment où le regard des autres est perçu avec une acuité extrêmement particulière, extrêmement violente. Moi, c'est ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de voir comment on grandit aujourd'hui, comment on forge son identité dans un monde numérique. C'était difficile à mon époque. Dans la vraie vie, moi, j'ai mal vécu. Ouais. Et donc, je me dis, ça doit être quand même très particulier et assez difficile pour ces jeunes de se comparer sans cesse, d'avoir cette vie un peu idéale, parce qu'évidemment, sur les réseaux sociaux, on poste ce qui se passe de bien, de meilleur de nous-mêmes. Et donc, ça m'intéresse de creuser ce sujet et aussi d'imaginer des intrigues qui prennent vie dans le monde d'aujourd'hui. Et dans le monde d'aujourd'hui, et dans l'anonymat du web, il y a aussi des combattants de l'ombre, et là je suis obligé de spoiler un tout petit peu, parce qu'on fait leur connaissance à peu près à mi-récit, des hackers qui tentent de renverser la logique marchande du web. Donc il y a un petit propos politique aussi dans le bouquin. Oui, qui est de dire qu'est-ce qu'on va faire. J'avais envie de me projeter dans le futur, c'est-à-dire pas juste de dire c'est embêtant, on est tous sur nos portables et on y passe trop de temps, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on va développer le numérique à des fins mercantiles uniquement. Ou alors pour améliorer l'humanité? Tu ne t'en souviens plus, tu cliques, tu t'inscris, mais tu te fiches de savoir qui tire les ficelles et tu n'as pas appris la seule règle qui t'aurait permis de survivre dans cette société de consommation. Rien n'est gratuit et c'est écrit en capital, extrait de Neb, le nouveau roman de Caroline Solé et Gaïa Wiśniewski. Pour ce qui est des illustrations, c'est à l'école des loisirs et on retrouve Caroline juste après la récré, Cécile Fournier. Rebonjour Cécile, dans cette récré, vous avez choisi de nous parler de nos selles et pas de nos selles d'équitation. Non, je ne pensais pas un jour parler de caca à la télévision. C'est chose faite. Voilà, c'est fait, mais c'est pour la bonne cause. Ça va être fait. Ça va être fait, mais c'est pour la bonne cause. Il s'agit d'une étude très sérieuse en réalité. J'ai lu un article à ce sujet dans le journal L'Actu, le journal d'information pour les jeunes à partir de 13 ans. Cet article est consacré au projet French Gut, qui a pour but de collecter des échantillons de nos selles. Alors c'est l'INRAE, l'Institut national de la recherche agronomique, c'est eux qui sont derrière tout ça. Ils cherchent à peu près 100 000 volontaires d'ici 2027 qui accepteraient de leur confier donc leurs selles, toujours. Et pourquoi c'est si intéressant que ça? C'est bien, les chercheurs veulent faire la cartographie de notre microbiote intestinal. Le microbiote, c'est l'ensemble des organismes qui vivent dans notre corps, c'est ça? Oui, ce sont des virus, des bactéries, de la levure, des champignons. Voilà. En somme, des organismes qui sont présents dans notre intestin, mais pas seulement, on en trouve dans notre bouche, dans les poumons, etc. Mais le microbiote intestinal est le plus important parce qu'il tient un rôle prépondérant dans les fonctions digestives, métaboliques, neurologiques et immunitaires. En somme, on peut lui dire merci. Merci microbiote. Merci microbiote. Et d'autant plus merci qu'il est unique. Il est unique, il nous protège des microbes et des maladies. Il est unique parce que, comme l'ADN en fait, chacun a son propre microbiote suivant le climat dans lequel il vit, l'alimentation, la génétique, les médicaments absorbés, la pollution, etc. etc. Donc l'objectif de cette grande étude que lance l'INRAE, c'est aux objectifs médicaux, c'est de nous protéger de certaines maladies, c'est ça? Bien sûr, c'est l'idée. Notre santé, sachez-le, dépend de la qualité de notre microbiote intestinal. Et d'ailleurs, on pense, pas moi, mais les chercheurs évidemment, pensent que certaines personnes qui souffrent d'obésité, de diabète, de maladies inflammatoires ont un microbiote abîmé. Et donc l'étude va faire un état des lieux de nos intestins. Et à terme, c'est de trouver des moyens pour modifier ce microbiote et dans un but préventif et aussi élaborer des traitements personnalisé. Ok, si je veux en savoir plus, vous donnez mes selles dans le cadre de cette étude. FrenchGut.fr, vous trouvez des infos, il y a des fiches pédagogiques pour les 6-9 ans et les 9-12 ans, des fonds d'écran pour portable, et oui, des coloriages. Oui, vous pouvez colorier une bactérie. Partout, hein. Et un jeu incollable. Est-ce qu'on a le temps de vous poser une petite question sur le microbiote? Allez, vrai, minuscule. faux? Allez, le microbiote intestinal communique avec d'autres organes comme le cerveau, vrai ou faux? On dit que c'est le deuxième cerveau, l'intestin. Et voilà, donc vous savez, c'est vrai. Ça, j'ai vu ça. Il y avait un livre qui parlait de ça. Le charme discret de l'intestin de Julia Enders qui parlait de ça, notamment. Et oui, qui avait vendu des millions d'exemplaires, je crois. Voilà, oui, pas mal, 1 million. Oui. 1 million en France, plus d'1 million en France. Merci beaucoup pour cette récréation très, très scientifique. Et n'oubliez pas d'aller aux toilettes pendant la récré, c'est important. Cécile, merci. Cantoral. L'emprise a commencé dès ma première connexion, j'imagine, dit Alex au début de Neb, le nouveau roman de Caroline Solé à l'école des loisirs. À la fin du livre, vous insérez plusieurs citations. Je viendrai sur Bruno Patino après parce que vous l'avez déjà cité. Mais il y a notamment Mark Zuckerberg, je cite, « Ne plus améliorer le service pour les gens les plus vieux, mais faire des jeunes adultes notre étoile du berger ».
Oui. Vous trouvez ça J'ai trouvé ça énorme. D'un cynisme considérable ou vertigineux Tout à fait. Et donc c'est un des fils rouges de l'histoire, qui est de dire finalement c'est cette jeune génération qui est ciblée. C'est très clairement ce qu'il dit. On ne développe plus rien pour les vieux, on vise les jeunes. Ouais, et donc j'ai imaginé des jeunes qui se rebellaient quand même contre ça. Et une nouvelle étoile du berger, ça fait NEB. Et oui, tout ça à fait. Neb, c'est une des possibilités. Il y a beaucoup de mots sur Neb. Énormément. Vous citez aussi l'inventeur du déroulement infini du contenu, Asa Raskin. Oui, c'est le fait qu'on peut du scrolling, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est en fait toutes ces actions inconscientes. Dès qu'on n'a plus à faire une action consciente comme un clic, déjà il y a une forme de manipulation. Donc ce défilement infini des contenus, c'est qu'on scrolle, c'est ce qu'on appelle le scrolling. On n'a plus à cliquer pour passer à la page suivante. Et il dit qu'en durée, vous vous souvenez du chiffre qu'il donne, c'est l'équivalent de 200 000 vies par jour. Tout à fait. Sont passées à scroller. Je crois que Cécile est extrêmement pensive, presque nauséeuse. Ouais. L'addiction rend malade. Vous décrivez les 4 pathologies mentales liées au numérique dans le livre. Oui, alors c'est un consensus scientifique. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'angoisse à ne pas être connecté ou ne pas avoir son portable. Il peut y avoir aussi une obsession à aller traquer toutes les personnes qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir une confusion dans toutes les identités qu'on se crée. Et parfois aussi la peur d'être ignoré. On ne m'aime pas. Je n'ai pas assez de likes. On m'a ghosté. Voilà. Et donc, on va chercher encore et encore à avoir des likes. Et là, je cite Bruno Patino dans La civilisation du poisson rouge, qui était sorti en 2019 chez Grasset. Le temps d'attention, la capacité de concentration de la génération des millennials est de 9 secondes. Au-delà, son cerveau décroche. Il faut un nouveau stimulus, un nouveau signal, une nouvelle alerte, une autre recommandation dès la 10e seconde, soit à peine 1 seconde de plus que le poisson rouge. Ouais. Non, il n'y a rien à rajouter. Dans les critiques qui parsèment le livre, il y a aussi une critique de la culture du clash. Oui, alors j'ai imaginé en fait un jeu en ligne. J'ai pris à la fois des jeux vidéo, mais aussi beaucoup des réseaux sociaux. Bien sûr. Où finalement, il y a des spectateurs dans ce jeu et qui peuvent à tout moment interagir avec les joueurs, enfin sur les actions des joueurs. Et donc, les réactions de ces spectateurs, c'est ce qui va faire monter le score des joueurs. Et chaque réaction a la même valeur. C'est-à-dire que si on fait rire, si on donne un peu de plaisir ou de bonheur, ça a exactement la même valeur au niveau du jeu que si on choque, que si on insulte. Et donc, évidemment, dans le jeu, on va voir que les avatars qui jouent vont provoquer de plus en plus de clash ou se livrer de façon de plus en plus intime pour provoquer des réactions. Pondération et pensée construite ne font pas recette, la poésie non plus d'ailleurs. C'est dans vos regrets. Vous en parlez à un moment donné. Oui. Il y a cette idée... Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, mais voilà, je le précise parce que j'ai bien aimé qu'à un moment vous disiez c'est un monde sans poésie, c'est un monde où on n'a pas de place pour la contemplation, la rêverie, puisqu'un des personnages le dit à un moment donné parce qu'il n'arrive pas à gagner des points. Il y a un message quand même qu'on trouvait déjà dans la pyramide, qu'il faut croire aux étoiles. J'ai retrouvé un passage au début de la pyramide des besoins humains où il parlait de... Quand Christopher, qui est SDF, un jeune de la grande ours, etc. Et là, on a la nouvelle étoile du berger. Tout à fait. En fait, pour revenir à votre question précédente, c'est vrai que pour moi, c'est aussi la différence entre des vidéos TikTok et la littérature. C'est la liberté qu'on a avec les livres et la lecture de pouvoir s'arrêter à tout moment, comme si on contemplait les étoiles, et non pas une vidéo qui s'enclenche automatiquement quand on a fini la précédente, par exemple. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Dans D'après mon adolescence, vous écriviez à vous-même « Tu vas beaucoup changer dans les prochaines années, mais nous sommes la même au fond ». Qu'est-ce qui reste de Caro l'ado dans les personnages d'Alex, de Christopher ou aujourd'hui? J'essaye de jamais oublier à quel point j'avais envie d'être libre. Quand j'étais ado, tout me semblait une contrainte. J'avais l'impression de jamais avoir le choix. Et j'imagine que si j'avais eu aussi un téléphone portable, c'est un appel extraordinaire vers la liberté. Et on entend beaucoup. Alors Alex, dans le livre, dit beaucoup, mais si ça me fait plaisir de jouer ou d'être sur un écran, pourquoi on m'empêche de faire ce qui me fait plaisir? Et petit à petit, à la fin du livre, Alex va finir par dire, bon, ça me faisait très plaisir, c'est vrai, mais c'était trop. Et tout le livre, c'est sur ce trop. Cette différence entre un plaisir en excès peut nous rendre aussi très malheureux. Voilà, et si vous lisez Neb, ce que je vous suggère vivement de faire, quel que soit votre âge d'ailleurs, vous allez vous dire, mais sur School, c'est n'importe quoi.
Pourquoi est-ce qu'ils ne nous ont pas dit qu'il se passait telle et telle chose? Pourquoi ils n'ont pas précisé telle et telle chose sur tel personnage? Eh bien, c'est fait exprès. Je n'ai pas voulu spoiler parce que moi, un de mes grands plaisirs de lecture, Caroline, c'était tous les rebondissements, tous les cliffhangers et tout ce que vous pouvez mettre dans ce bouquin. Vous restez avec nous? Oui, on va aller visiter le CDI du collège Maurice Utrio, comme on le fait chaque semaine avec les années collège, et Amélie Paris. Cécile, merci beaucoup. Les années collège. Les années collège, notre rendez-vous avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Amélie, aujourd'hui, vous nous parlez d'une histoire d'amour qui dure depuis 60 ans, puisque 60 ans, c'était la date de naissance de Spider-Man. Et les ados de votre collège, comme beaucoup d'autres, sont toujours fans de Spider-Man. Eh oui. Alors, Spider-Man fait vraiment partie de la culture populaire depuis des décennies. Figure légendaire, tout le monde le connaît sans forcément connaître ses origines. Alors, Spider-Man, c'est un personnage de Marvel Comics, à ne pas confondre avec DC Comics, dont Superman et Batman, entre autres. Ça n'a rien à voir. Non, mais tout le monde ne Il a été le créé sait pas par qui, forcément. alors? Il a été co-créé par Stan Lee, donc le scénariste, et Steve Ditko, l'illustrateur. Et il apparaît pour la première fois en août 1962 dans le numéro 15 de la bande dessinée Amazing Fantasy, une anthologie de science-fiction. L'homme araignée devait mourir avec la revue, mais le courrier des lecteurs le sauve et il est ressuscité quelques mois plus tard dans une revue qui lui est entièrement consacrée, Amazing Spider-Man, et à partir de là, le succès ne s'est jamais arrêté. Alors on rappelle comment il a ses super pouvoirs, hein. C'est que c'est un jeune étudiant qui se fait mordre accidentellement par une araignée radioactive et de là se développe toute une histoire, tous ces super pouvoirs qu'il va décider d'utiliser pour sauver les innocents et pour garder son identité secrète. Il enfile son célèbre costume rouge et bleu. Alors il est souvent entouré de 3 personnages. Donc il y a sa tante May, son amoureuse Mary Jane, et, pour la plupart du temps, et son ami ennemi Harry Osborn. Alors c'est le super-héros par excellence. Hein. C'est celui qu'on se transmet de génération en génération. Vous avez interrogé vos élèves au CDI? Oui. Alors Paco, élève de 3e, c'est le héros de référence. Quand on pense à héros, on pense forcément à lui. En plus, il est stylé. On connaît l'importance du style pour les ados. Il est stylé, tout est dit. À 14 ans, pour Kellan, qui lui est en 6e, il aime la manière qu'il a de se balancer de toile en toile au milieu des gratte-ciel. Il faut avouer que c'est stylé, ça aussi. Le succès de Spider-Man, c'est aussi celui de Peter Parker. Et oui, c'est un personnage qui est proche des ados, adolescent lui-même, avec les mêmes problématiques. Il doit rentrer chez lui le soir après les cours pour faire ses devoirs. Il a des soucis du quotidien que n'ont pas forcément les autres super-héros. Batman, il Ouais. rentre dans sa belle maison. Alors Xavier Fournier, qui est journaliste, essayiste et spécialiste des comics, lui n'hésite pas à comparer Peter Parker au personnage de Zola dans la célèbre série des Rougon-Macquart. Alors il a une vie difficile, il est orphelin, il est pauvre, il vit avec sa vieille tante malade, son oncle a été tué dans les rues de New York, et tout cela participe forcément à l'engouement pour le personnage. Puis il y a Mary Jane quand même. Ben voilà, on l'aime aussi parce que pour la plupart des fans, il est fidèle en amour, donc indissociable de Mary Jane, même si son amour précédent, Gwen Stacy, a été victime de la folie du bouffon vert. Pauvre. D'un côté, donc un ado proche d'eux, de l'autre, un héros qui sauve des vies, donc un cocktail explosif et une super industrie autour quand même. C'est une affaire d'argent derrière. Oui, bande dessinée, films, jeux vidéo, toutes sortes de produits dérivés. Donc qui ne connaît pas le héros de 62 ans exactement? Le premier film dédié à l'homme araignée est sorti en 2002. Il représente pour beaucoup un inoubliable souvenir de spectateurs, en plus évidemment de faire un carton au box-office. Depuis, il tourne régulièrement dans des super productions, dont le récent Spider-Man No Way Home, sorti en 2001 avec Tom Holland dans le rôle principal. Les super-héros qui attirent quand même les polémiques de temps en temps. Il y a des hauts et des bas. Eh bien oui, alors en décembre 2023 s'est achevé le procès autour des droits des personnages co-créés par Steve Ditko, dont Spider-Man fait partie. Conflit donc entre Marvel, la filiale Disney, et les ayants droit de l'illustrateur décédé en 2018. Alors après un bras de fer musclé, un accord a finalement été trouvé et signé entre les deux parties. On ne connaît pas les chiffres exacts, mais on imagine quand même que la multinationale a dû donner une somme assez conséquente pour garder les droits sur le héros préféré des ados, et son héros le plus rentable, qui a 62 ans, trouve toujours le moyen de revenir. Merci, un héros qui fait donc partie de la vie des ados, de la nôtre aussi. Vous vous souvenez de la musique du dessin animé? Spider-Man.
Merci Amélie. Vous avez insisté sur le fait que Spider-Man avait été co-créé. Nous insistons sur le fait que Neb est co-créé aussi par Caroline Solé et Gaïa Wiśniewski. C'est rare d'ailleurs que le nom de l'illustratrice ou de la dessinatrice soit au même niveau que celui de l'autrice, mais c'est vrai que c'est un livre, c'est un objet aussi absolument formidable que Neb, un objet addictif, mais addictif dans le meilleur sens du terme. Merci beaucoup Caroline de nous avoir accompagnés. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission et elle est en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son et à la réalisation Alice Pitavi. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.